Cette nuit, encore une fois, a été longue et sans repos au cœur d'une jungle dense et monstrueuse. Enveloppés par une obscurité presque palpable, les guerriers préparent un contact avec l'incertitude. Ici, chaque bruissement de feu peut parfois cacher une menace fatale. C'est la deuxième fois consécutive que sous les étoiles, nous nous enfonçons dans ce qu'il convient d'appeler un enfer vert qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. À l'écran, la forteresse de végétation est scrutée par un drone. Nous sommes dans un environnement hostile où l'ennemi aussi veille pour éviter les surprises. Ce coup d'œil n'est pas le dernier de la technologie de pointe. Mais rassurez, le lieutenant Serra qui commande la mission engage ses hommes. Ce paracommando et ses guerriers s'apprêtent à transformer la tranquillité trompeuse de la forêt en un véritable champ de bataille. Au soleil levant, la colonne de combattants se lance. Les commandos le savent bien. La zone est truffée de bases terroristes et de plusieurs obstacles. Et comme partout, l'ennemi a changé de méthode. Plus mobile, plus imprévisible, il tente désespérément d'imposer un nouveau rythme à cette guerre où chaque mouvement compte. Mais les hommes, ici, ont la capacité d'adaptation. À chaque attaque, une riposte, et à chaque obstacle, une solution. Après la première en janvier dernier, cette opération stratégique appelée Tourbillon Vert 2 se déploie avec une précision militaire. Le plan audacieux et méthodique vise à reconquérir le reste de la boucle du Moon, une zone devenue le théâtre d'affrontements incessants infesté de terroristes. Sur des centaines de mètres, les traces d'une présence de vie. Fusils de fortune, livres sains et effets personnels abandonnés. Les premières découvertes apparaissent comme le signe d'une débâcle. Certains terroristes ici ont préféré la fuite. D'autres embusqués vont y laisser la vie. Les combattants vont fouiller la broussaille de fond en comble. Chaque mouvement ici fait monter la tension et le Kalachnikov claque. Un guetteur vient d'être neutralisé. La base est détruite sans grande résistance. Ce combattant terroriste capturé va bénéficier d'un traitement humain adéquat. Gîte et couvert. L'armée burkinabé se veut très respectueuse des droits humains. Nous sommes dans les profondeurs de la commune de Bécui. C'est dans le Tui. La puissance de l'État est de retour dans cet univers forestier que serpente l'emblématique fleuve le Moon. Avec le temps, il était devenu un repère pour des terroristes qui sèment l'épouvante et dépouillent les populations. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée. Les nouveaux maîtres de ce territoire sont donc sans cœur. Décidés à opposer une tactique de guérilla aux militaires, les terroristes minent pistes et concessions. Partout, le risque est tapis et bien cruel. L'élément vient de heurter un engin explosif improvisé à l'entrée d'une maison remplie de vivres. Le démineur accourt et s'assure que le danger est totalement écarté. Parce que parfois nous tombons sur des champs de mines. Le sergent Nécré, l'un des meilleurs de sa génération, dit-on ici en image, va rester dans l'explosion d'une mine quelques jours après cette action.
Dans ce village reconquis, la manœuvre va enregistrer 2 incidents. 2 blessés par mine évacués à Bobo pour des soins appropriés. Au plus proche des combats, un hélicoptère assure l'évasion dans les moindres délais pour minimiser les pertes. Après quelques heures de pause, l'unité reprend sa progression à pas de caméléon. Au sol comme dans les airs, la traque est implacable. De part et d'autre du fleuve, c'est la course-poursuite entre militaires déterminés et combattants terroristes en fuite. La stratégie portée par le 2e groupement d'intervention rapide vise à prendre l'ennemi en étau dans une action coordonnée. Entre mines artisanales et embuscades, la reconquête de la boucle de Moune s'impose pas à pas. L'autoproclamé Khalifa, autrefois auréolé d'un mirage de puissance, s'effondre ici tel un château de cartes. Il ne ressemble plus à ce qui se voulait un empire du crime. Dans ce fuseau tenu par des compagnies du 7e bataillon d'intervention rapide, il n'y a pratiquement pas de combat majeur. Certains terroristes, du moins les plus chanceux, ont franchi le fleuve et cherchent un refuge introuvable. Parce que les 10e, 18e et 23e bataillons d'intervention rapide quadrillent les fuseaux est et nord. Pas d'échappatoire. On nous annonce que le 10e bataillon d'intervention rapide vient de prendre le dessus dans une embuscade. Nous avons rendez-vous avec cette unité sur un autre fuseau les jours à venir. Nous sommes ici à Zamzaka. De là, nous embarquons pour l'autre rive du fleuve où nous attendent les compagnies des 18e et 23e BIR. Dans le ventre de l'hélicoptère perché, le silence est fait, les visages fermés. C'est la partie la plus importante de la forêt jouxtant des villages devenue un sanctuaire pour l'hydre terroriste. L'action de ce côté s'annonce donc intense et sans doute violente. À de repris dans cette région où le quotidien est rythmé par l'urgence et l'adversité. Direction Loloni, avec une escale à Dinkena. Jadis paisible, ce village a vu son quotidien basculer dans l'angoisse et la survie. Les habitants, pris dans la tourmente du terrorisme, ont enduré des mois de privation, de peur et de silence contraint. Aujourd'hui, un nouvel équilibre s'est installé. Dinkena est gardé par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Des hommes et des femmes décidés à défendre quoi qu'il en coûte leur terre. La vie reprend normalement et le drapeau flotte à nouveau. Tout de même, Dinkena n'a pas oublié ses blessures, mais elle résiste. Il garde espoir dans cette opération qui nous plonge dans l'inconnu de la forêt de Loloni. Après quelques heures de route perchée, la suite se fera à pied sur des dizaines de kilomètres. Ici, tous les esprits sont préparés à faire face à l'adversité et à traquer l'ennemi dans ses retranchements. Sous le soleil de canicule, les colonnes se forment et paradoxalement dans la bonne ambiance. De quoi donner de l'énergie aux combattants.
Une énergie vitale pour la suite de l'opération Tourbillon vers 2. Alors que le danger s'intensifie, l'adrénaline monte secrètement dans les veines. Continuons. Ce n'est pas seulement une bataille pour la survie que les hommes réclament. C'est une lutte pour la maîtrise du terrain, pour la neutralisation d'une menace omniprésente. Qui nous transmettez le message notre objectif. Parce que l'ennemi a toujours évité la surprise, l'ennemi a toujours évité le contact. Ce que l'ennemi peut, c'est de nous tendre les embuscades. Mais cette fois-ci, nous allons monter sur eux. Il se fait appeler Fatal, surnom d'un guerrier qui n'a peur de rien. Avec ses hommes du 23e bataillon d'intervention rapide, il couvre une position stratégique dans la patrouille qui épille la forêt. Tonnerre, Fatal est prêt pour la passe. Tonnerre, l'autre officier qui commande l'aile droite de la colonne. Il progresse avec essentiellement des éléments du 18e BIR. Nous sommes au cœur de la forêt, endroit prisé par les terroristes pour éviter sans doute les frappes des drones de combat. Les effets abandonnés, les animaux et les traces de motos racontent une histoire de fuite et de confrontation imminente, peut-être. Chaque pas est une décision, chaque souffle est une bataille contre la fatigue, la soif aussi. Chacun ici va boire et emporter le maximum de quantité d'eau pour la suite du trajet. Peu importe la qualité du liquide. L'ambiance est colorée. À l'autre côté de la caméra, un soldat se plaît à nous capter le souvenir au bord d'une flaque boueuse. La guerre et ses contraintes commandent un mode de vie frugal. Pas de luxe pour les chasseurs de terroristes. Il faut ajouter un peu. Je vais mettre un peu. Merci. Nous sommes enfin à découvert dans un autre village. Bouemaoun est vide. Les terroristes viennent de décamper, laissant tout derrière. Le vol de bétail et de vivres semble être leur sport favori. Des bœufs par centaines dans la nature. Ils vont tous être convoyés à Solenzo. Pour l'instant, la chasse continue. Le sous-lieutenant Tonnerre coordonne avec le drone de frappe. Au fur et à mesure que nous avançons, voilà, l'ennemi refuse le contact. Il fuit permanemment. Mais nous aussi, nous allons les suivre. Où qu'ils entrent, on va se courager, puisque c'est eux que nous on cherche. Merci. Dans les concessions, les découvertes sont de véritables pièces à conviction et surtout la preuve que ceux qui vivaient ici n'étaient pas des saints. Loin s'en faut, et c'est bien le signe que les heures à venir vont être décisives. La mission continue au fil des jours sur une terre spoliée. Illustration dans ce magasin. Des tonnes de céréales. Elles vont toutes être détruites avant la suite en forêt. Situation là-bas. Les menaces spontanées sont très vite maîtrisées et les moyens récupérés. Les terroristes sont de plus en plus acculés et cherchent le moyen de tenter le tout pour le tout. À pied, nous traversons des villages prostrés, anéantis aux prises avec une canicule féroce.
Le mercure frôle les 42 degrés à l'ombre et même la nature suffoque. La forêt, complice et ennemie, devient le théâtre d'un affrontement inévitable. Tu vois, ça dit c'est tout l'ennemi était là. Le sous-lieutenant Béton en tête vient de prendre l'ennemi dans son propre piège. La tension monte dans les rangs. La position est demandée. Vite, nous nous y déployons. Ici comme ailleurs, les embuscades sont un feu de paille. L'ennemi a très vite décroché. Mais ça va? Ouais, ça va très bien. Le moral? Ouais, le moral est haut. Les traces d'une violente attaque finit en queue de poisson. Le meneur vient de perdre la bataille, sa vie aussi. Un certain Lukman, l'éminence grise de la prétendue Katiba qui régnait en maître ici. La fin peu glorieuse d'un criminel qui terrorisait les populations des Banwa. Quand les coups de feu ont commencé partout au-delà de notre front, il y avait des tirs. Et ils essayaient de nous donner d'eau au fleuve afin de nous encercler. Donc, grâce à la réaction des gens, on a pu repousser l'ennemi qui a pris la fuite. Côté ami, le combat a fait quelques blessés hors de danger et vite évacués. Ils ont encore pourri comme ils veulent. Nous, on a décidé comme ça, tant qu'on ne neutralise pas ces gens-là, on ne va plus rentrer. Et c'est nous-mêmes, on va demander au commandement de pouvoir les traquer et les neutraliser jusqu'au dernier élément avant de rentrer. Le défi est lancé. Et pour les fantassins, c'est une question de dignité. Cette action marque un tournant décisif dans la manœuvre. Dans cette opération audacieuse, la force physique et mentale des hommes engagés devient leur arme la plus redoutable. Les unités poussent de plus en plus l'ennemi qui se retranche avec des femmes et des enfants. La plupart sont des otages pour servir de bouclier humain dans un inévitable corps à corps. Dans ce territoire au sud de Solenzo, la mort l'a emporté sur la vie. On se croirait dans un film, mais ceci n'est pas une fiction. C'est la terrifiante image d'une guerre qui a déjà tué des milliers de Burkinabés et qui dure une dizaine d'années. Dans cette zone de vie, nous découvrons peu à peu le dessin macabre des bourreaux. Des fosses communes au bord du fleuve. Combien de corps y sont ensevelis? Qui sont-ils? Nul ne sait. Ce qui est certain est que ceux qui les ont enterrés ont enjambé le fleuve et les voici sous le drone de surveillance. C'est désormais une question de vie ou de mort. Ils sont cernés de toutes parts, parce que la tactique a transformé la jungle en un échiquier où chaque mouvement est déterminant. Il y a des trucs. Là qu'ils avaient intercepté. Ce jeu de cache-cache va durer 3 jours et 3 nuits aux abords du fleuve. Hors de notre caméra, des combats intenses avec les unités postées à l'autre rive ont permis d'écraser l'ennemi. Plus de 300 otages ont été libérés et amenés à Ouagadougou. Des armes récupérées, des billets de banque aussi. Les images de fortune rapportées par les militaires. C'est l'épilogue d'une dizaine de jours de traque dans les Banwa et surtout contre vents et marées. La météo pourtant inattendue souffle le chaud et le froid sur les hommes qui font parler leurs armes. L'instant est tendu à hauteur de Boinga. Au bout du fil, le capitaine Soleil qui seconde le capitaine Ouattaou depuis le centre des opérations. Alors que les hommes montent sur la dernière base et étouffent la menace, le
le commandement prépare la consolidation en terrain conquis. Des centaines de VDP formés et équipés sont prêts à être déployés sur toute la zone de la campagne militaire dans les Banwa et la Koussi. Dar Salam, Sanakui, Sankui, Zamzaka, Koumana. Des dizaines de villages désormais libres pris en main par les volontaires pour la défense de la patrie. Discrètement, l'opération Tourbillon Vert se relance et aborde sa seconde phase offensive. La suite, nous avons rendez-vous avec un certain Pinga, capitaine de l'armée à la tête d'une unité de choc. Sa mission est de reconquérir la commune de Di et ses environs. C'est dans la vallée du Sourou. Au petit matin, nous retrouvons le commando prêt à reprendre la route après une nuit de repos. L'unité Dragon ou encore le 10e bataillon d'intervention rapide en tête est suivi du 18e BIR. La piste a l'air innocente, mais ici personne ne se fie aux apparences. Il avait été dit qu'elle nous conduirait à l'état-major des terroristes de la zone. Le capitaine Pigan le sait bien pour avoir manœuvré plusieurs fois dans ce fuseau. Un peu devant comme ça, là. Vous pouvez aller là-bas. Oui, je suis en train de faire là. Sommairement, puis vous repliez carrément. Vous laissez à l'arrière, quoi. Là, c'est mieux. Maintenant, si moi je vois que c'est un peu clair, là, je vais vous dire ici. Parce que la zone là, la zone de tourisme ici, là, c'est trop dur. On empruntait ici, là, 1, 2, 3, là. On peut faire 10 heures pour faire 10 km. Dans l'herbe là, ici, là, un peu devant là, peut-être qu'on va arriver là, on va voir les carcasses des véhicules. On commence à tracer dans l'herbe là, viennent et puis mettre. Quelques consignes pour nous garantir la sécurité dans l'opération. L'officier est très regardant sur la vie de ses hommes. Les démineurs ici traquent minutieusement les engins explosifs improvisés. C'est la bête noire des militaires en opération. Certains en ont fait les frais dans cette opération d'envergure qui a fait plus d'une dizaine de morts. Comme à sa première phase, la mission est celle de multiples soubresauts. Les fantassins aux aguets l'emportent face à des guetteurs rusés et toujours en fuite. Tiaou, Ulkoum, Poura, des villages habités mais apurés. La destination Di est à une dizaine de kilomètres. Le capitaine Pinga, un rocher parmi les hommes, est prêt à prendre l'ennemi de face. Mais déjà, on nous annonce que les terroristes sont en train de prendre le large. La localité est bordée par le fleuve Sourou. Moto, blindés et pick-up rasent le sol et en un temps record, le parachutiste commando et ses hommes encerclent le village. La tension est palpable. Di retient son souffle. Les têtes pensantes du terrorisme dans la zone viennent de tomber dans la nasse. Mais rien n'est encore concluant. Les éléments résiduels se sont repliés dans les villages environnants. Alors, la chasse à l'homme continue sur un rayon de près d'une vingtaine de kilomètres. Nous sommes en territoire malien. Quelques heures plus tôt, les terroristes tenaient encore cette position avec un centre d'entraînement. Une salle de classe, du moins ce qui y ressemble, avec une tactique de combat comme le coup du jour. Sur le périmètre, tous les accablent. L'équipe médusée vient de tomber sur un stock d'engrais. Ils utilisent ça pour fabriquer les EI. Voilà, en cas de notre passage, et pour que ça puisse détruire nos engins, ou soit ça puisse détruire nous-mêmes en tant que combattants. Le seul message que nous on a à leur dire,
c'est de déposer les armes et revenir à la patrie. Pour l'instant, dans les bois, certains préfèrent la fuite. Pourtant, les moyens sont dérisoires face à l'arsenal de l'armée. La rançon du crime, loin d'une sépulture digne. Le bilan fait état de centaines de terroristes neutralisés dans l'opération Tourbillon Vert. Après quelques heures de ratissage, l'unité reprend la route pour la base, les bras chargés. Pendant ce temps, à l'autre rive du fleuve, les compagnons de 7e bataillon d'intervention rapide sont en progression. Ils s'apprêtent à livrer leur énième combat dans la zone. Ces terroristes vus par le drone préparent une embuscade en forêt. De cette bataille sanglante appuyée par le drone de frappe, des pick-up indiquant la violence de la bombe qui a détruit le groupe. Pour la première fois depuis le début de la lutte antiterroriste, l'armée foule le sol de Hilla à la frontière avec le Mali. Même ferveur à quelques 10 km au-delà des eaux. Les commandos sont de retour. Dit aussi est désormais libre. C'est la chute de l'hégémonie du crime. C'est pour les terroristes là, voilà. C'est les commerces des terroristes ne sont plus qu'un souvenir, balayés par la colère et la volonté de tourner la page d'un pouvoir oppressif. Banda bekanoa of import ton la loi ni ton katari e sa ya ba man da bekane wing e sa ton ko tempa le sa bon vi ma meng le ba sheri ton bum ba ye mur men yera ka be ton je ra karari bala na bram pa bekane ton ya ba man da bum ni la manda ne ba ni ga ay to ko ko wa ton ko hoden ay ton je heda ton bekane ne bo to no bala ton men bon ro na me na bram bien ton wa la bra le ba loye. C'est le temps des comptes. Le début d'un renouveau sur une terre meurtrie. Au cœur du palais du chef du canton, l'émotion est palpable. L'arrivée de l'armée marque la fin d'une longue période d'humiliation pour ces gardiens des traditions qui ont dû subir le joug des terroristes. Sous l'arbre à palabres, les regards échangés en 10 longues. On avait l'espoir quand même. On l'a enlevé Burkina Faso là. Koko Benanya Londo. Koko Benanya Londo. Son parti dans ce Kosovere. 10 se relèvent et avec elles ces dépositaires de l'histoire, de l'identité de tout un peuple et d'une terre singulière appelée le Grenier du Burkina. Jour de marché à Di, lieu de convergence. Un vent de liberté souffle à nouveau dans les rayons avec une star. À l'autre bout du marché, les prix se discutent. Chacun veut se procurer le t-shirt à l'effigie du président, signe de l'indépendance retrouvée. Il n'y a pas que cela. C'est tout le mode vestimentaire qui avait été embrigadé. Les femmes, elles portaient le voile. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les interdits s'écroulent et chacun peut reprendre ses habitudes.
La liberté est ainsi faite à dit. Les adultes jouissent désormais de tous leurs droits et les enfants s'adonnent à cœur joie à leur passion. Les cadets au foot, les aînés s'invitent à un autre loisir, jadis perçu comme un crime de lèse-majesté sous le règne des terroristes. Jusque tard dans la nuit, Di se défoule avec sa jeunesse. Impensable il y a à peine quelques jours. Les souvenirs douloureux font place au choix de l'avenir. Ici comme ailleurs, la défense du territoire est une lutte de longue haleine et parfois périlleuse. Le capitaine Pinguin et ses hommes préparent une mission de ratissage dans la zone de Moragran et Gassan. L'objectif est clair: imposer une présence déterminante des forces combattantes et sécuriser une zone stratégique. La vallée du Sourou dispose d'un fort potentiel agro-silvo-pastoral qui fait sa réputation depuis des décennies. Ces atouts viennent du fleuve Sourou qui l'arrose. Malgré la crise sécuritaire, les turbines tournent ici à plein régime, irriguant un périmètre d'environ 2240 hectares. C'est un aménagement réalisé en 2012 au profit de plus de 4000 producteurs. La sécurité retrouvée, beaucoup d'exploitants peuvent maintenant travailler le cœur appuisé. À l'abri du danger, il est en pleine récolte et bien rassuré de la qualité de sa production. Merci. Son voisin à l'autre carré doit encore attendre. Son champ de blé est à la maturation et celui du maïs est bien vert. Oui, moi, mon champ de maïs comme ça, là, 1 hectare, là, ce que je n'ai pas gagné pour la saison privée, là, c'est 40 sacs. Pour moi, de la saison privée, sur 1 hectare, je gagne 40 sacs. Plus de 40 sacs. Dans la vallée aussi, on peut faire 3 campagnes. 3 campagnes. On fait le maïs en saison pluvieuse. Après, on enlève le maïs, on met la tomate. Après la tomate, maintenant, on peut mettre une autre variété encore, même si c'est haricot, ou bien le bleu même. On peut faire 3 campagnes dans la vallée du Sourou. Tout est possible à tout moment. Ces paysans constituent la crème de la relance de la production du blé à Di. Une localité championne dans la culture des produits maraîchers. Il y a 2 espèces de tomates ici. On appelle ces sortes de tomates-là les tomates gagnées. Des champs de tomates à perte de vue. Ça, c'est les nouvelles variétés. Avant votre arrivée là, ce feuillage a fait l'objet de convoitises des terroristes avant l'arrivée des combattants. Nos tomates là. Vous voyez, tous les espaces là, tout ça, ils gardaient les bœufs autour de nous comme ça. Les bœufs broutent nos produits, on ne peut pas parler. Vous voyez, les bœufs broutent nos produits, on ne peut pas parler. Les petits. Le retour à la paix ne se limite pas aux productions agricoles. Il soutient aussi l'élan de révolution industrielle en cours au Burkina. La mise en place d'usines de transformation de la tomate apparaît comme une bénédiction pour les agriculteurs qui saluent cette avancée avec enthousiasme. Si l'usine fonctionne, en tout cas, dans tous les 12 mois, là, nous, on peut produire la tomate ici. Et surtout, on me dit que ici, c'est des millions qui sortent. Oh, bon,
même des milliards. L'an passé, notre zone ici, il n'y avait pas de tomates. Dans tout le Burkina, il n'y avait pas de tomates. On a acheté notre caisse de tomates là à 100 000 francs. 100 000 francs par 100 caisses de tomates. Ça coûte combien? Vous voyez, il y a beaucoup de richesses dans la vallée. Hein. Il y a des hectares de périmètres. Bon, l'estimation de périmètres aménagés ici même, ça vaut 3 000 et quelques hectares. Au-delà des chiffres, c'est un élan de résilience et de détermination qui anime les paysans qui attendent un soutien de l'État. Parce que nous sommes entre espoir et labeur, dit s'érige un symbole de résilience, prouvant qu'en dépit des tempêtes, la terre ne ment pas et s'est toujours tenue sous les mains de ceux qui la cultivent. Du reste, à première vue, la vallée du Sourou est un sanctuaire agricole, avec ses champs luxuriants qui dessinent le visage d'une région résolument tournée vers l'avenir. Mais au-delà, la localité dévoile un autre trésor qui est son potentiel touristique. Pour prendre le large, des éléments du 18e Bir assurent la sécurité pour un voyage au bout du suspense et sans le capitaine Piga. Cet intrépide combattant qui a libéré 10 des mains des terroristes n'est plus revenu de sa mission de ratissage annoncée plus tôt. Le chef de guerre est resté dans l'explosion d'une mine artisanale à Moragran il y a de cela 2 jours. La reconquête de la boucle du monde s'est faite dans le sang de plus d'une dizaine de combattants. Et pour les hommes, c'est le prix à payer pour sortir le territoire des autres. Lentement, nous nous glissons tel un serpent sur la direction d'un lieu magique. Le paysage s'offre en spectacle. Le Sourou dans toute sa splendeur. Oh, c'est extraordinaire avec l'eau. On est vraiment... On est excité, on est surpris par l'endroit. Quand vous se déplacez ici, il faut franchement être dans une pirogue, c'est ça. Wow. Ici, même les femmes pêchent. Ah oui, les femmes pêchent, les hommes, les enfants. Nous voici à Tomaïl. Le comité d'accueil est très explicatif. À l'origine, le village était sur une terre sèche. Sangra nana kana fangata en 86 utara lirika bara ji fanga poyena ambi nyo sene yoromina gina la yoroka. Et depuis là, comment vous vivez? Comment se passe? Est-ce que l'eau ne vous envahit pas? Ma boni bara min kera ya nyina ni yayi har 80 sigat. Aha mo ba fara ko secret dolo non. Depuis près d'un demi-siècle, les habitants vivent ici cernés. Tout se fait dans l'eau. Il y a quelques toilettes ici. Donc voilà. Donc, et quand c'est rempli, comment vous faites? Quand c'est rempli, bon, des fois, s'il y a au moins ces 2 toilettes, on ferme l'autre et puis on utilise l'autre là en attendant. On n'a pas de robinet ici, ni fontaine. Donc ça, si on a besoin de l'eau potable, on prend la pirogue avec les bidons, on part au milieu de l'eau, on enlève là-bas. Après avoir arrivé, on filtre, on met dans les canards et puis on boit. On invite tout personnel, les villages limitrophes et les extérieurs. Donc si vous voulez venir visiter notre village Touma, comme d'habitude là, ils peuvent venir. En attendant, nous quittons ce village emblématique du Sourou, fait d'histoire et de fierté. Longtemps cantonné au rôle de grenier du Burkina, le territoire fonde l'espoir de pouvoir s'affirmer aussi comme une destination touristique à part entière, alliant authenticité et opportunité. Ici, entre les champs et le fleuve, une nouvelle ère se profile. Celle d'un développement harmonieux où la terre nourrit autant qu'elle l'émerveille,
loin des bruits de Kalachnikov.